Bonjour à tous, merci pour votre présence. Je m'appelle Hélène Racotondra et j'ai près de 18 ans d'expérience comme animatrice en gérontologie dans différents types d'établissements. Ce matin, j'interviens à la demande de l'Institut France Alzheimer, organisme de formation de l'association France Alzheimer et maladies apparentées depuis 1991, qui a mis en place un dispositif spécial pendant le confinement. Il s'agit de répondre aux préoccupations des professionnels accompagnant des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou pathologies apparentées, que ce soit en établissement ou à domicile, par le biais de conférences en ligne. Tout d'abord, je vais vous présenter des éléments de réponse à la question suivante. Quelles animations proposer en EHPAD ou à domicile pendant le confinement? Ensuite viendra le temps des questions-réponses que j'aurai le plaisir de co-animer avec Axel Devalde, neuropsychologue, que je vais laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Axel Deval, je suis neuropsychologue. J'interviens sur le domicile, une partie de mon activité, accompagnement principalement de patients ayant une maladie neurodégénérative type Alzheimer, accompagnant les aidants familiaux, professionnels et les patients, les malades, et une autre partie de mon activité concernant essentiellement des patients ayant des troubles cognitifs ayant conduit à une institutionnalisation euh, au sein d'un EHPAD. Voilà. Donc je Merci. reviendrai tout à l'heure sur le temps d'échange. À tout à l'heure. Merci. Donc, avant d'aborder les animations proprement dites, il me semble important de se demander comment établir les éléments de choix de proposition d'une animation. Pour cela, il est nécessaire de connaître la personne sous différents angles, faire le recueil de données de ses envies, des désirs de l'instant, et si elle ne peut plus les exprimer, se référer aux proches qui la connaissent, aux équipes qui la connaissent également, et observer ses réactions face à telle ou telle réaction et telle situation. Il faut aussi connaître les éléments principaux de son histoire de vie, de sa personnalité, même si elle est modifiée et évolue avec la maladie. Percevoir ses capacités motrices, cognitives. Notre regard doit être tourné sur les possibilités de la personne. Au quotidien, le temps de l'animation est un moment planifié, institutionnalisé et structuré. Elle se réalise souvent en groupe. Dans le contexte du Covid, il faut continuer à être force de proposition, tout en respectant les mesures barrières et en jonglant avec la mise en œuvre des Skype et des visites avec les familles, indispensables mais très chronophages. Il faut donc repenser l'animation et pouvoir, en plus des activités individuelles que vous aurez prévues, saisir les occasions d'en proposer d'autres, de façon informelle. La compréhension de l'environnement, de l'instant, du lieu vous permettra de saisir les opportunités, se créer des occasions en utilisant des supports simples, échanger à propos de la saison, des plantes et des fleurs dans le jardin, des photos ou d'un tableau présent dans sa chambre, d'un article sur un magazine, ou alors un air de musique que l'on fredonne, humer une odeur de cuisine qui nous ramène tout droit à nos recettes préférées, celles que l'on faisait en famille ou pour des occasions spéciales. Le lieu et la façon dont vous allez communiquer est bien sûr essentiel à la réussite de cet échange. Pour cela, il faut trouver un endroit calme, propice aux échanges, qu'ils soient verbaux ou non. Savoir se positionner à hauteur des yeux, s'asseoir à côté si possible de la personne, prendre son temps. Parler doucement et distinctement avec des mots simples et sourire, même sous un masque. Avoir une écoute attentive et bienveillante afin de désamorcer les angoisses. Chaque personne est un individu propre avec son vécu, ses envies, ses besoins et ses capacités. Il n'y a donc pas de réponse universelle, mais un ensemble d'outils que l'on peut mettre en œuvre en fonction de notre connaissance de la personne et du moment donné. Une des clés pour le moment et pour un moment de partage réussi, c'est s'adapter et savoir saisir des occasions. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Il ne faut pas oublier que nous faisons partie d'une équipe riche de diverses compétences et ressources. Si vous ne trouvez pas la réponse adéquate sur l'instant, un collègue
ou un proche à domicile peut sans doute vous aider à y répondre. Alors, quel type d'activité peut-on mener dans le respect des normes d'hygiène de la prévention du Covid-19 ? Une multitude d'activités que nous proposons déjà sont adaptables à ce nouveau contexte d'accompagnement dans lequel nous devons évoluer. Dans le temps qui m'est imparti, il est impossible de parler des objectifs, des activités et de leur lien logique avec les projets de vie. La classification donc des activités qui vont suivre est donc juste fonctionnelle et indicative. Pour toutes les activités proposées, les distances entre les résidents doivent être respectées et tous les supports utilisés ne doivent pas passer de main en main et doivent bien sûr être désinfectés avant toute autre utilisation. La première thématique que j'aimerais aborder, ce serait celle qui concerne les animations autour de l'expression et de la mémoire. Souvent déclencheur de prise de parole, le travail sur le langage, le champ lexical, la logique. La majorité de ces activités doivent se dérouler dans un endroit calme où les participants peuvent se concentrer. Vous pouvez utiliser des jeux visuels tels que les jeux d'association, où l'on peut retrouver dans un ensemble de cartes 2 images qui sont en lien direct. Par exemple, associer une chenille à un papillon, un pinceau et un tube de peinture. Ou alors utiliser une grande carte métier à laquelle on peut associer des cartes objets relatifs à celui-ci parmi d'autres, tels que un pompier et le feu, un casque, une lance à incendie. Voilà. Ou alors tout simplement un memory classique, où là, vous pouvez fixer l'attention, permettre de travailler l'attention du résident ou du malade et de la personne tout simplement, afin de retrouver 2 cartes identiques parmi des faces qui seront cette fois-ci visibles. Après les jeux d'association, vous avez également les jeux de discrimination, avec notamment le jeu de l'intrus, par exemple. Sur une grande carte, vous pouvez avoir 4 éléments qui sont dans une même catégorie et un 5e qui est différent. Tous ces jeux doivent être faits sur un temps relativement court, 15 à 20 minutes. Il est préférable en général de solliciter plusieurs fois dans une journée une personne sur un temps plutôt court qu'une fois sur une longue période. Adaptez à chacun la difficulté de l'activité, car celles-ci sont toutes modulables en fonction du nombre de cartes que vous allez utiliser ou du nombre d'éléments et de la difficulté à les dissocier, par exemple pour les jeux de l'intrus. Si vous ne disposiez pas de matériel dans la structure, ce qui arrive souvent, vous pouvez en créer facilement en respectant quelques règles simples. Vous devez utiliser des images nettes, colorées sur un fond blanc pour en faciliter la compréhension et assez grandes, environ 6 cm de côté, pour des cartes memory par exemple. Il faut également utiliser un support ferme et suffisamment épais pour en faciliter l'appréhension. Après les jeux visuels, je peux vous proposer aussi des jeux de mémoire à l'oral. Par exemple, travailler sur les dictons, faire deviner une partie manquante en donnant soit le début ou la fin d'un dicton ou d'un proverbe populaire. Travailler sur les spécialités culinaires par région. Par exemple, les nougats de Montélimar, les pastilles de Vichy. Voilà, et s'adapter selon les régions. Un quiz également est possible avec différents indices pour plus ou moins créer des difficultés ou pas, ou faciliter les réponses. Ensuite, vous pouvez utiliser des jeux de mémoire avec un support écrit, où vous pouvez présenter des mots appartenant à plusieurs catégories et essayer de les classifier, ou alors présenter des lettres qui sont dans le désordre et reformer le mot. Là aussi, vous pouvez gérer la difficulté des exercices en mettant des mots plus ou moins courts et plus ou moins longs. Dans la catégorie sur la communication, il y a bien sûr le chant. En fonction des goûts musicaux de la personne et de sa capacité, utilisez un cahier de chant
avec les textes qui peuvent être écrits en gros caractères, soit avec seulement les refrains, ou alors tout le texte de la chanson. Et là encore, vous pouvez utiliser ou pas un support musical. Ensuite, je souhaiterais vous parler des activités qui sont plutôt autour de la réminiscence. Vous pouvez échanger autour de photos évocatrices des années 40 à 70 sur les faits marquants ou les éléments qui ont changé la vie de leur quotidien. Par exemple, les postes de TSF, les premiers réfrigérateurs, les souvenirs d'enfance avec un bonnet d'âne, la marelle, ou alors les bals musettes qui ont égayé toute la jeunesse de nos résidents. Vous pouvez également utiliser ou créer des albums avec des thématiques. Le concept, dans un lutin, vous placez sur le côté gauche des photos en format A4 et sur le côté droit, écrit en gros caractères sous forme de tirets, des éléments en lien avec l'image. Par exemple, si vous créez un album sur les chanteurs ou les chanteuses avec quelques éléments biographiques, son nom, son surnom, ses titres les plus connus et pourquoi pas le début du refrain d'une chanson. Vous avez une palette infinie de possibilités. Les chanteurs, donc on l'a dit, mais aussi les acteurs, les actrices, les monuments historiques ou alors les grands sportifs. Voilà. Après les activités sur la réminiscence, pourquoi pas les activités autour de tout ce qui est domestique et la motricité fine, notamment la pâtisserie. Il est tout à fait possible de maintenir cet atelier actuellement parce que vous pouvez faire ça en petits groupes. Alors, notamment en groupe de 2 à 3, mais il faut absolument suivre des règles drastiques. Après avoir fait les préparatifs nécessaires en amont, c'est-à-dire le choix de la recette avec les résidents, et puis donner bien sûr la liste des ingrédients pour les cuisiniers, vous devez préparer les plans de travail distincts où chaque participant pourra se voir et communiquer pendant l'activité. Et chacun aura en charge la réalisation d'une partie de la recette. Au début de l'activité, bien évidemment, lavage des mains, port de gants, tablier plastique et masque de cuisine pour tous. Outre la pâtisserie qui allie aussi au plaisir de créer le plaisir de déguster, vous avez la possibilité de faire l'épluchage de légumes, le pliage de linge, tout ça dans les mêmes conditions d'hygiène que pour l'atelier pâtisserie. Vous pouvez également proposer des activités manuelles. Les exercices proposés peuvent être de la peinture, du dessin, du modelage, en lien avec les fêtes ou la saison, ou encore avec un projet particulier qui tient à cœur aux résidents et qui peut créer aussi une unité au sein de votre établissement. Il faut que cela, de toute manière, ait du sens pour que la personne qui la pratique puisse s'accomplir. Voilà. Que ça ait du sens par rapport à son vécu ou par rapport à ses valeurs personnelles. Voilà. Et bien sûr que ça soit valorisant. Ensuite, je vous propose également de pouvoir faire du jardinage. Alors, avec ou sans jardin, il est tout à fait possible de faire des plantations, que ça soit en pot ou en jardinière. Vous pouvez planter des bulbes, des graines, des plants, en fonction de l'envie de chaque résident. Chacun peut être acteur, il suffit d'adapter l'activité. En fonction des difficultés de chacun, vous pouvez soit changer la hauteur du plan de travail. Plutôt que de planter des bulbes ou faire un gros trou, vous pouvez très bien simplement leur demander de faire des graines. Chacun peut vraiment être valorisé et prendre du plaisir dans cette activité. Ensuite, nous avons les activités motrices. Alors, ces activités motrices demandent une très bonne connaissance des possibilités des participants afin d'éviter toute blessure ou risque de chute. Notamment, par exemple, la gymnastique douce. Commencez par rappeler les consignes de sécurité, ne pas forcer et s'arrêter lorsque l'on ressent une douleur.
ainsi que l'importance d'une respiration calme et profonde. Débuter la séance avec des exercices d'échauffement, poursuivre avec des mouvements pour le renforcement musculaire et l'équilibre. Et puis, les exercices ludiques sont les plus appréciés et les plus efficaces. Lancer de cerceaux, de ballons, jeu de parachute, mouvement avec des rubans. Terminer avec des exercices d'étirement et de respiration. Donc, il y a la gymnastique, mais il y a également les promenades dans le jardin ou même à l'intérieur de la résidence ou de la maison, si pour l'instant vous avez des appréhensions à aller à l'extérieur pour accompagner la personne. Plus ou moins longue, avec pourquoi pas quelques petits exercices, avec un parcours d'équilibre que vous pouvez créer. Cette activité est très ajustable aux besoins et aux envies de la personne. Et bien sûr, source de beaucoup de discussions. Et puis, toujours dans les activités motrices, eh bien, il y a la danse. Esquisser quelques pas de danse sur une musique entraînante, de façon même informelle, le résident va trop vite retrouver ses habitudes et ça se trouve même vous guider. Enfin, j'aimerais aborder une dernière thématique, celle autour du bien-être et de l'apaisement. Ces activités sont à réaliser absolument dans un cadre agréable, calme et sécurisant. Tout d'abord, je voudrais vous parler de l'écoute musicale. En fonction du goût connu du résident, de la personne, du participant, on peut créer une playlist. L'écoute se fait avec ou sans casque, selon ses envies. Il faut être attentif au niveau sonore pour que l'écoute soit toujours agréable. Vous pouvez également mener une activité bien-être, recueillir les envies, c'est-à-dire pourquoi pas un gommage, massage des mains, pose de vernis. Après, quel soin lui conviendra le mieux? Ou alors proposer une diffusion d'huile essentielle avec un choix de l'huile, car on n'est pas tous sensibles aux mêmes odeurs. Est-ce que la personne voudra une musique relaxante, plutôt un bruit de bord de mer ou forêt tropicale, ou alors de la musique classique, ou alors est-ce qu'elle préférera rester dans le calme pour pouvoir se détendre? À vous de savoir entendre, prendre en compte et réajuster. Enfin, les ateliers sensoriels. Alors, ils se construisent autour de propositions de relaxation, d'apaisement et de stimulation sensorielle, qu'elles soient visuelles, tactiles, olfactives et auditives. Et elles sont faites par l'accompagnant. Celui-ci doit s'adapter au rythme de la personne, être à l'écoute de ses demandes, contrôler la stimulation multisensorielle, surveiller ses impacts et adapter l'ambiance. Intensité de l'éclairage, couleur des lumières, volume des musiques et des stimulus sonores selon ses réactions. Là encore, il faut s'adapter aux réactions et aux attentes. Voilà donc un panel des activités possibles que je souhaitais vous présenter. Il n'est bien sûr pas exhaustif. Les conditions dans lesquelles nous accompagnons actuellement nos personnes âgées sont parfois difficiles. Manque de temps, d'information, de formation, culpabilité. Toutefois, si on continue à réfléchir sur nos pratiques, à donner du sens et à mettre toujours la personne au centre des actions, nous aurons très certainement une prise de soin et une prise en soin de qualité. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à passer aux questions-réponses avec Axel Devald, neuropsychologue, qui va nous rejoindre pour cette partie. Merci. Donc Hélène, on a une première question. Bonjour, au début du confinement, il a fallu réadapter l'animation. On m'a demandé en priorité de m'occuper des résidents aux troubles cognitifs plus ou moins importants et déambulants que d'être présente auprès des personnes plus autonomes ayant des GIR 5 et 4, confinées en chambre avec la télévision. Qu'en pensez-vous? Alors, si tu es d'accord, je vais commencer par moi donner mon point de vue, puisque tu nous l'as bien détaillé sur ce temps et c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi et voilà. Moi, je pense que la télévision, je pense que tu vas être d'accord avec moi, est quand même un outil qui peut être intéressant, mais qui est quand même très néfaste dans beaucoup de situations, puisque du coup cette télé est
bien souvent pas adapté à nos patients ayant des troubles cognitifs, surtout à des patients qui ont des troubles cognitifs sévères, puisqu'ils ont des gros troubles attentionnels, comme tu le disais, favoriser 15 minutes, 20 minutes d'animation. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à laisser la télé en fond parce que nous, la mettons parfois en fond à la domicile pour essayer de lutter contre l'isolement et voilà. Chose qui, bien souvent, chez nos patients, peut créer des troubles du comportement type agressivité, puisque du coup, ils se demandent ce qui se passe derrière. Après, pour répondre à la question de savoir est-ce que c'est judicieux de s'occuper plus des gens qui ont des troubles, enfin des GIR très élevés, donc très dépendants, plus que des patients ayant des troubles débutants. Comme tu le disais, je pense que il faut vraiment recentrer l'individu. C'est pas tellement la pathologie aussi à mettre en premier plan, c'est l'individu, s'occuper de tout le monde, favoriser des temps, qu'on soit bien en GIR 1-2, où on est alité, où on a un gros trouble de compréhension, pourquoi pas, tu as bien tout détaillé, tout type d'atelier qu'on pouvait mettre en place, et d'animation, aussi bien allant du sensoriel à la relaxation. Et puis avec des gens avec un GIR 5-6, pourquoi pas allier de la reviviscence, jouer avec ce que tu disais, la mémoire sémantique, faire des liens, discriminer l'élément intrus, etc. Donc moi, j'ai envie de vous dire que bah, je pense qu'il faut mobiliser tout le monde plusieurs fois dans la journée, qu'on soit en GIR 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que cette mobilisation, comme tu disais, cette prise en soin, elle est fondamentale. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que nous faisons tous partie d'un même lieu de vie. En tout cas, ils sont tous là ensemble et donc c'est important que chacun soit pris en compte, peu importe la dépendance. Il y a une question sur les gestes barrières, hein, notamment savoir si on peut passer les objets de main en main si on se désinfecte les mains régulièrement. En tout cas, selon les recommandations de l'ARS, non. Il faut absolument éviter. Et donc, tout simplement parce que même si on se désinfecte les mains régulièrement, nos personnes âgées, elles sont souvent quand même souvent la main sur la canne ou un mouchoir à la main. Et ça fait que même si vous venez de désinfecter les mains ou si chacun, même nous, hein, même les accompagnants, je veux dire, on n'est jamais assuré. Donc, on doit avoir des règles strictes au niveau de l'hygiène et éviter que des objets passent entre les résidents, voilà, simplement par mesure de précaution. Voilà. Moi, j'ai une autre question, Hélène. Bonjour, notre fonction d'animateur est complètement bouleversée. Nous avons en cette période particulière plusieurs casquettes et celui d'aide au repas, en cuisine, coiffeur, kiné, ergo, orthophoniste, psy quand le psy n'est pas là. Nous devons aussi maintenir le lien avec les familles et par visioconférence, téléphone, accompagnement pour les visites, puisque maintenant les visites sont possibles au sein de l'EHPAD, les petites sorties extérieures dans les espaces qui le permettent. Nous sommes partout à la fois et nous n'avons plus le temps pour préparer nos activités qui demandent aussi une nouvelle organisation, des conseils, des idées. Alors moi, j'ai envie de vous dire que la place étiquette de notre fonction, elle est fondamentale dans une organisation bien hiérarchisée. On ne va pas prendre la place du directeur, on ne va pas prendre la place du médecin, mais quand on ne l'est pas. Mais malgré tout, je ne sais pas si tu es d'accord, Hélène, mais pour avoir pu travailler ensemble, on est une équipe pluridisciplinaire, comme tu l'as dit, et bien souvent, on est avec des temps partiels. En tout cas, tu as bien vu que j'étais pas toujours là sur la résidence et que tu faisais très bien aussi de l'écoute et qu'il n'y a pas forcément aussi besoin d'avoir ce statut psychologue pour savoir faire de l'écoute. Donc ça, ce statut, il existait déjà avant le confinement, mais qui s'est peut-être surajouté aujourd'hui avec ce contexte anxieux et qui fait que du coup, on a peut-être un peu plus besoin de soutien, d'écoute qu'à l'habitude. Après, tout ce qui est le temps des familles, il est fondamental, comme tu le disais. Après, il prend beaucoup de temps. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Je pense aussi, je pense qu'il est important. Il est important de pouvoir maintenir le lien, bien sûr, social. Et à la fois aussi, on est d'abord dans un lieu de vie. Et c'est nécessaire de pouvoir
c'est nécessaire d'être présent au quotidien pour l'ensemble des personnes. Et de ce fait, il faut pouvoir répondre à tout et peut-être respecter quand même ce rythme, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas négliger non plus la vie de qui est à la résidence pour simplement être toujours présent et ne faire que des visites et que des Skype. Parce que les résidents qui ne seront pas forcément, même si vous avez réussi à faire 6 visites et 3 Skype dans votre journée en plus, organiser ça, eh ben, il y a quand même sur 9 résidents, tous les autres résidents nous auront pas vus ou n'auront pas pris du temps. Et ça fait qu'il faut quand même réussir à répartir les choses afin quand même qu'on soit d'abord toujours dans un lieu de vie où il se passe des choses et, et qu'on puisse encore avoir du temps pour pouvoir interagir et que les gens se sentent bien et entendus, voilà, et valorisés. Hélène, après, du coup, on a pas mal parlé de l'EHPAD. Et là, j'ai une question qui parle un peu plus de domicile en demandant, pouvez-vous nous proposer des activités pour des personnes ayant des troubles cognitifs modérés au domicile qu'elles pourraient faire seules, pour rompre l'ennui, sans pour autant se trouver dans une situation d'échec? Après, moi, j'ai quand même Oui. l'impression que tout ce que tu as pu dire sur les 15 premières minutes sont applicables au domicile. Ouais, moi, je pense complètement, d'autant plus au domicile, tout ce qui est alors là, vous pouvez faire plein de choses. Préparer le repas, ça a du sens. Euh, donc pour aider à faire la liste des courses, préparer le repas ensemble sur les envies. Là, vous pouvez travailler sur tous les souvenirs qui sont liés justement à cette envie de tel ou tel plat. Faire le repas ensemble. On fait la vaisselle. Enfin, je veux dire, il y a toute On une épluche quotidien les sur légumes la et vie, tout ça. Mm. voilà, qui fait que à domicile, il y a une multitude de choses que vous pouvez faire qui sont de l'ordre du quotidien et qui font que vous, en fait, une animation, c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Une animation, c'est pouvoir répondre à des objectifs, mais c'est surtout faire en sorte que la personne, qu'en tant qu'individu, on existe et on puisse être valorisé par ce qu'on fait et se réaliser. Voilà. Et ça passe par des choses toutes simples. Voilà, donc que ce soit par la pâtisserie, par rapport se faire une mise en pli, aider la personne à se faire une mise en pli parce qu'elle reprend le rituel ou autre chose, se faire belle, s'habiller, faire, je sais pas moi, à l'heure où on est justement à distance avec les familles, peut-être pourquoi pas préparer, envoyer des cartes à ses enfants ou à ses petits-enfants. Enfin, il y a plein de choses à faire avec des photos. Enfin, voilà. En Il y fait, a, c'est exactement la même chose qu'en EHPAD. Pour moi, enfin, je sais pas si tu es d'accord, mais la, enfin, ce qui est plus simple au domicile, à mon avis, c'est que en EHPAD, on est dans du groupal, on a une collectivité, et on va devoir se focaliser sur l'individu, sa propre personne, et pouvoir individualiser notre accompagnement. Au domicile, on n'a pas le choix. Très clairement, on n'est pas tenté d'aller faire du groupe puisqu'il y en a pas. Donc, faut vraiment, ce qui marche, c'est l'individu. Ce que tu disais depuis le début, se centrer sur ses capacités, pas le mettre en échec. J'ai vu aussi qu'il y avait une question qui est quand même pas simple. C'est beaucoup de résidents sont en syndrome de glissement et refusent toute aide. Comment faire? C'est ce que j'ai pu aborder moi lors de la précédente conférence, c'est qu'un syndrome de glissement déjà avant confinement est très difficile à prendre en compte. Enfin, on le prend en compte, mais en tout cas à accompagner. Une personne qui veut se laisser aller, qui refuse de s'alimenter, qui va refuser de rentrer en communication, on n'a pas toujours, on n'est pas magicien, on n'a pas des clés à tout. Hein. Je pense qu'Hélène, tu dois en avoir aussi dans ton EHPAD et aussi au domicile éventuellement. Et il y a pas, voilà, on va essayer de solliciter plusieurs fois dans la journée, on va essayer de trouver un centre d'intérêt. Après, malheureusement, il faut aussi savoir se rendre compte que bah, on peut pas aider tout le monde. Malheureusement, on essaye. Et la présence, l'écoute, la bienveillance, de toute manière, ça peut, même si on n'a pas l'impression d'être toujours efficace sur le coup, en tout cas, plus ou moins avec du temps, je pense quand même que on arrive à un peu à apaiser et à essayer. La présence ne peut être que bénéfique.
Voilà. On est d'accord. Et du coup, c'est important d'augmenter le temps de passage, par exemple en maison de retraite, en EHPAD, d'augmenter le temps, comme tu disais, plutôt favoriser 15-20 minutes d'échange et puis de revenir après. Et c'est vrai que c'est important de casser cet isolement sociétal qui est d'autant plus important en ce moment. Moi, j'ai aussi une autre question, du coup, parce que toi, c'est pas, enfin, du coup, je les ai sous les yeux là. Le port du masque est souvent un élément de stress pour le malade. Comment faire? Alors moi, ce que j'ai pu voir, Hélène, tu vas me dire, moi, j'ai quand même l'impression chez mes patients qu'il a été un élément perturbateur au départ et que bien souvent, bah, ça fait partie d'un nouveau contexte. Moi, je trouve que maintenant, ça y est. Pour Tout à bien. Hmm. Oui, moi aussi, je trouve qu'ils s'y sont habitués. Et puis, du coup, d'où l'importance de sourire vraiment et d'avoir autre chose, parce que vous avez toute cette partie-là. Et en fait, donc, du coup, il y a le regard, et on voit quand vous souriez ou quand autre chose. Et toute la bienveillance dans le regard autre chose, c'est très important quand on, justement, le regard est d'autant plus important d'être à la bonne hauteur pour pouvoir parler aux gens, d'être souriant, et l'intonation de la voix, parce que ce masque qui cache une partie de votre visage, il va faire en sorte que tout le reste va être plus apparent. C'est-à-dire que voilà, l'intonation de votre voix, vos yeux, votre regard, tout ça, si vous arrivez à faire passer les messages par là, ben, ça va faire passer tout le reste. Et les résidents, en tout cas, ils nous reconnaissent bien, même ceux qui ont des troubles cognitifs, quoi. Hein. Donc, Hélène, il y a une question qui est assez intéressante parce qu'on l'a abordée hier tous les deux pour préparer ce temps d'échange. Les Skype sont-ils pertinents? Beaucoup de personnes très agitées après, surtout avec des troubles cognitifs, on observait ça. Alors, ce qui est assez drôle, du coup, je vais te laisser parler, mais moi, j'ai observé vraiment ça chez beaucoup de mes patients ayant des troubles cognitifs assez avancés, avec des troubles plutôt une aphasie quasi totale, en tout cas de compréhension langagière complexe où on va plutôt habituellement se focaliser sur du non-verbal, du toucher relationnel, etc. Et une attention très compliquée à mobiliser. Et c'est vrai que les Skype, une incompréhension souvent des outils numériques et favorisant une situation d'échec qui peut être un élément anxiogène. Donc je te laisse, toi, parce qu'on n'a pas eu tout le même vécu. Mais c'est vrai que moi, je partagerais plutôt limitons les Skype quand quand ils fonctionnent pas, et essayer les visites de famille si ça fonctionne, parce que ça aussi, ça peut être perturbant. voilà, bah, je suis finalement, on est assez d'accord. Moi, c'est vrai qu'au niveau du vécu, j'ai eu la chance de voir que pour l'instant, tous les résidents ont été plutôt sensibles et ça s'est plutôt bien passé. Des gens même qui ont des démences frontales, qui d'un coup se révèlent, participent, envoient des bisous à leurs petits-enfants. Enfin, vraiment, c'est super. Même j'ai juste une dame qui en effet qui a une maladie d'Alzheimer et qui en effet pour qui après le Skype c'est assez douloureux, elle est très angoissée, très stressée. Et là cette semaine du coup on a essayé la visite et ben finalement la visite s'est retrouvée bien plus bénéfique. Donc on a convenu avec sa fille qu'on allait arrêter les Skype et qu'on allait plutôt privilégier les visites. Donc je pense qu'il faut tester, voilà, tester. Et quand vous voyez que bah, éventuellement ça peut poser des soucis, bah, de toute manière on a la chance de travailler en équipe, donc bah, il y a toujours le psychologue ou une autre collègue avec qui il y aura peut-être des affinités particulières avec la personne qui va pouvoir accompagner pendant ce Skype ou accompagner au départ de la visite pour pouvoir bah, être sûr que notre résident ou que la personne voilà sera bah, le mieux possible quoi. Mm. Je suis soignante là j'ai une question. C'est difficile de faire tout, surtout qu'on nous demande de l'hygiène à gogo dans cette période un peu de crise sanitaire, ce qui est normal, hein, et nous sommes confrontés aux résidents en demande. Ben oui, je pense que très clairement, hein, là, c'est juste pour aussi dire qu'on est tous pareils, on est tous dans la même On est situation. héros, hein. Donc ça marche pas ça, même si on a tendance à nous faire croire, on n'a pas 6 bras et 4 mains et d'ailleurs ça fonctionnerait pas bien. Et mais il faut aussi se dire que voilà, on fait ce qu'on peut au fur et à mesure et il vaut mieux faire les choses le mieux possible parce que de toute manière, si vous êtes stressé et que vous allez faire dans la rapidité, les personnes avec qui vous allez travailler vont le sentir et ça va créer des frustrations, ça va créer du stress. Exactement. Voilà, donc Et aussi vaut mieux être
comme tu disais, être dans l'individualisation enfin, être centré sur la personne. Et moi, je rajouterais aussi être vraiment disponible, ce que j'ai dit la dernière fois, mais je pense vraiment que c'est la base. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que c'est un élément, enfin, aujourd'hui, on est dans une situation très stressante, et du coup, le fait de devoir se centrer sur la communication, c'est un travail aussi à faire, parce que du coup, on a tendance aussi à penser un peu à tous ces gestes barrières, etc. Donc, allier la réelle communication à notre patient, je pense que c'est la clé aussi, quoi. Tout en étant respectueux de l'hygiène, hein, mais essayer de se décentrer de ça un petit peu. C'est vrai. D'accord. Bon, bah, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Merci Axel pour voilà. Et puis on espère avoir répondu à vos questions. Voilà, en tout cas. Bonne journée à vous. Au revoir. Bon courage. Merci. Au revoir.